Désormais, les sociétés de télécommunications paieront une taxe de 5% à l'État, ce qui a une répercussion considérable sur la consommation des clients. Élections en Afrique, comment éviter les crises post-électorales en 2025? On en parle dans le second épisode de la série de la semaine. Rencontre avec Pamela Badiogo, une voix engagée en tournée africaine dans les instituts français. Elle est l'invitée de ce journal et nous parlerons de son concert du 8 février prochain à Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. La taxe sur l'accès au réseau des télécommunications a été instituée en Conseil des ministres du mercredi 5 février. Désormais, les sociétés de télécommunications paieront une taxe de 5%. Assetoumani Koulibaly. La taxe sur l'accès au réseau des télécommunications ouverte au public est une taxe initiale de 5%. Elle s'applique à tous les opérateurs. Selon les autorités, cette décision permettra une hausse substantielle de leur contribution fiscale. L'instauration de cette taxe, la première, sinon l'ultime visée, c'est avoir de l'argent pour l'État. En un mot, les recettes fiscales. Donc, il est à voir que maintenant, à partir de cette taxe-là, une fois qu'elle est mise en œuvre, est-ce que les opérateurs ont la possibilité de faire payer les consommateurs? Ça, c'est la question économique qui est en filigrane à travers une telle taxe. Ça, c'est d'ailleurs pour toutes les taxes. La TARTOP ne sera pas directement payée par les consommateurs, mais plutôt par les sociétés de télécommunications, selon ce spécialiste. Elle sera calculée sur la base du chiffre d'affaires de ces entreprises. La TARTOP est payée par les opérateurs. Mais cela ne signifie pas forcément que ce sont les opérateurs qui paieront cette taxe. Ça c'est de but en blanc. Les opérateurs offrent des services le plus souvent réglementés. Avec, comme je le disais dans la précédente intervention, avec des prix plafonds. Donc, avec ces prix plafonds-là, qu'est-ce qui se passe? L'opérateur, même face à une nouvelle taxe, n'aura pas la latitude d'imprimer cette nouvelle taxe-là sur le prix, parce que le prix est plafonné. On ne peut pas, c'est parce qu'on a mis une taxe de 5-10% qu'on va passer à un prix demain à 82, 83, 80. Non, ça, ce n'est pas possible. Donc, l'intuition qui est derrière, c'est que l'opérateur sera obligé, d'une manière ou d'une autre, de ponctionner tout ce montant-là dans sa marge. Mais ce qui est sûr, la taxe, là, elle n'est pas supportée significativement par les consommateurs. À en croire les autorités, cette décision vise entre autres à soutenir financièrement les initiatives publiques. L'objectif global est d'améliorer les conditions de vie des populations en développant des infrastructures essentielles dans les différents secteurs, à l'image du secteur énergétique. Les conseils communaux des communes rurales de Faléa et de Sagalo, situés dans la région de Caille, ont été dissous par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation lors du Conseil des ministres du mercredi 6 février. Djeneba Samaki. Selon le compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi 5 février, les conseils communaux des communes rurales de Faléa et de Sagalo se caractérisent depuis un certain temps par des dysfonctionnements consécutifs à des violations de la loi, notamment la non-tenue des sessions, la malversation financière et la rupture de la fourniture des services sociaux de base ayant entraîné la dégradation du tissu social. Afin de mettre fin aux dérives constatées, les conseils communaux des communes rurales de Faléa et de Sagalo sont dissous. Peut-on également lire dans ces mêmes comptes rendus? Cette dissolution a suscité des réactions au sein de l'opinion nationale. Ni y'a cira u ko dɔ de bɛ yen o ni y'a cira ko dɔ yer'u kɔ a ka ci min b'a ɲɛnabɔ o k'o sigi fɛn fɛn bɛ se ka transparence in kɛlɛ an b'o de nɔfɛ surtout les régions éloignées là. Avant de parvenir à la dissolution, les autorités ont suivi une procédure conforme à la législation en vigueur. Une demande d'explication a été adressée aux conseils communaux de Faléa et de Sagalo, leur donnant ainsi la possibilité de justifier leur gestion. N'ayant pas apporté des réponses satisfaisantes aux accusations portées contre eux,
La dissolution a été prononcée en application de l'article 10 du Code des collectivités territoriales selon les ministères. Désormais, l'administration déconcentrée prendra temporairement en charge la gestion de ces communes jusqu'à la mise en place de nouvelles instances conformes aux exigences de bonne gouvernance. Des délégués spéciaux pourraient être nommés par les autorités pour assurer l'intérim et garantir la continuité des services publics. Si en 2024, la plupart des échéances électorales en Afrique se sont déroulées pacifiquement et librement, divers actes de violence ont pu cependant se produire. Ainsi, pour 2025, durant laquelle sont prévus une dizaine de scrutins présidentiels, comment éviter des crises post-électorales? Élément de réponse dans le second épisode de la série que nous y consacrons. Un reportage de Soumaïla Fani. En Afrique, l'année 2025 s'annonce comme un tournant politique majeur pour plusieurs pays. Des élections importantes sont programmées en Côte d'Ivoire, au Gabon, aux Seychelles, en Centrafrique ou encore au Cameroun pour renouveler le bail avec les peuples. Pour certains, les conditions ne sont pas toutes réunies pour aller au scrutin dans la quiétude. Il n'y a pratiquement pas d'élection en Afrique sans crise post-électorale. Toute la question, c'est la mesure de la crise. Jusqu'à quel niveau on peut maîtriser les effets déstabilisateurs des élections. Les élections sont des moments de fragilité des institutions parce qu'il s'agit de répartir sur de nouvelles bases. Il s'agit de renouveler le politique qu'il y a entre les électeurs et les candidats en présence. Aujourd'hui, nous avons les moyens, avec le progrès du numérique, de faire en sorte que les élections soient transparentes. Alors, la bonne question, vous l'avez posée, pourquoi ça ne se passe pas généralement bien? Mais parce que très souvent, disons, on veut des élections orientées, on veut des résultats dans le sens souhaité et pas toujours la volonté du peuple. Ça peut amener des crises. Parmi les 10 pays où sont prévues les élections présidentielles, le risque de violence avant, pendant ou après le vote est élevé dans près de la moitié de ces nations concernées. En Côte d'Ivoire, pour 2 ou 3 raisons. Vous avez des leaders qui n'ont pas réussi à être sur les listes électorales. Vous avez la question du président en exercice. Est-ce qu'il va être candidat? Et vous avez ces questions d'ethnie qui se posent. Et vous avez vu comment les crises sont capables d'être violentes en Côte d'Ivoire. Dans les autres pays, comme le Cameroun, le risque est aussi élevé. Avec la dernière élection qui a eu lieu là-bas, je pense que c'est en 2020, il y a eu quelques morts là-bas après les résultats. Cependant, la question est de savoir dans ces cas-là, comment éviter ces crises post-électorales. Mais je pense que ce n'est pas inévitable, disons. Ce n'est pas quelque chose qui est fatal. Je pense que les Africains ont des moyens pour surmonter ces difficultés-là. Il s'agit de rendre le processus démocratique comme il doit l'être. Parce qu'une élection en soi doit être vue comme une fête et non comme une bataille, en quelque sorte. Certains ont dit la bataille électorale, mais ce n'est pas une bataille sanguinaire. Lorsque le processus électoral reste ouvert et que chaque organe joue pleinement son rôle, à mon sens, il n'y a pas de crainte à ce niveau. Même s'il y a des craintes, ces craintes peuvent être résorbées. Pour rappel, sur les 19 élections prévues l'année dernière, 5 n'ont pas eu lieu, parmi lesquelles les présidentielles au Mali, au Burkina Faso, mais aussi en Guinée. L'Est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'une tragédie humaine d'une ampleur alarmante. Les récentes offensives des rebelles du M23, soutenues par le Rwanda, ayant abouti à la conquête de Goma et plongé la région dans un chaos indescriptible, se poursuivent vers la province du Sud Kivu. Ibrahim Babi. Ce 5 février 2025, le M23 a pris le contrôle de Nyabibwe, une ville minière stratégique située à mi-chemin entre Goma et Bukavu. Cette avancée survient malgré l'annonce d'un cessez-le-feu unilatéral par le M23 que beaucoup considèrent désormais comme une manœuvre dilatoire.
Les autorités congolaises dénoncent une supercherie, affirmant que le cessez-le-feu n'était qu'une ruse pour renforcer les positions rebelles. Les chiffres sont accablants. Selon les Nations Unies, au moins 900 personnes ont été tuées et près de 3000 blessés lors des combats acharnés autour de Goma. La Croix-Rouge a récupéré près de 2000 corps dans les rues de la ville, tandis que 787 autres dépouilles s'entassent dans les morgues locales. Face à cette escalade, la communauté internationale semble impuissante. Les appels au calme et les menaces de sanctions n'ont eu que peu d'effet sur le terrain. Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé sa grave préoccupation et a appelé à une cessation immédiate des hostilités, mais sans mesures concrètes pour faire respecter cet appel. Alors que les combats se rapprochent dangereusement de Bukavu, la population vit dans la terreur, redoutant une répétition du scénario de Goma. Sport en bref, le tirage au sort de la Coupe du Monde FIBA U19 2025 qui se tiendra respectivement en Suisse pour les hommes et en République tchèque dans la catégorie femmes a livré son verdict. Le Mali, sacré champion d'Afrique U18 dans les deux catégories, défendra fièrement ses couleurs sur la scène mondiale. Les champions d'Afrique U18 masculins évolueront dans le groupe A où ils seront opposés à l'Argentine, la Serbie et la Nouvelle-Zélande. Du côté des champions d'Afrique U18 féminines, elles affronteront l'Australie, la France et le Brésil dans les groupes C. Et nous ouvrons la page culture de ce journal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une artiste talentueuse, engagée et au parcours inspirant, chanteuse, compositrice et figure emblématique de l'afro-jazz. Elle a su conquérir le cœur du public malien surtout, à travers ses albums et ses performances vibrantes. Après avoir marqué la scène musicale avec Kaba, album présélectionné pour les Grammy Awards, elle s'apprête à entamer une nouvelle aventure avec l'Afrique IF Tour 2025, une tournée qui l'amènera dans plusieurs pays africains. Pamela Badiogo, bonsoir à vous et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors, Africa IF Tour 2025, l'étape malienne est prévue pour le 8 février, ce samedi justement à l'Institut français. Expliquez-nous le concept et pourquoi elle est si spéciale pour vous. Elle est spéciale parce que c'est dans ce pays que ma carrière musicale a réellement commencé, en tout cas en tant que chanteuse solo. Et je suis tellement heureuse de revenir dans ce pays qui m'a ouvert toutes les portes. Ce concert est spécial, bien que les autres concerts aussi seront beaux. Pourquoi avoir choisi les instituts français? Quel est le message derrière? Il n'y a pas de message en tant que tel. Le message que moi je veux donner, c'est surtout aux Africains. Leur montrer que c'est possible. Faire une tournée en Afrique, c'est possible. Après, j'ai contacté différents types de partenaires et les instituts français m'ont répondu. Et c'est pour ça que je fais cette tournée dans ces lieux-là. Mais à la base, moi, ce que je voudrais montrer, et en tout cas, ma part d'apprentissage, c'est que c'est possible. On peut faire des tournées en Afrique. Et donc, en termes de performance scénique et de répertoire musical, à quoi le public peut s'attendre? Le public va s'attendre à de la joie, la joie, la joie, la joie et la joie. J'aime quand je vais dans un pays croiser mes frères et sœurs musiciens du pays. Donc là, j'ai plein de musiciens maliens que je connais d'avant et des nouveaux qui vont être sur scène. On va profiter pour rendre hommage à Toumani et à Fontani Touré. C'est des personnes qui ont compté dans ma carrière, mais surtout on va faire la fête ensemble. Carrière, justement, j'ai envie qu'on en parle de votre parcours et évolution musicale. Vous avez longtemps vécu au Mali et on vous a surtout connu dans Casa Sanga. Vous résidez maintenant en France. Comment ces différentes cultures ont-elles influencé votre musique? La musique mandingue tout court a influencé ma façon de chanter et même mes compositions parce que les mandingues ont cette facilité de chanter avec des notes fines comme ça, alors qu'en Afrique centrale, on a des percussions. Ce mélange a fait que ça a donné cet afro-jazz dans lequel on me classe. Et en tout cas, le 8 février, tous les amis qui étaient à Casa Sanga seront là. Donc, si les fans veulent les revoir, il faudrait venir au concert. Votre album Kaba, je l'ai dit, a été présélectionné pour les Grammy Awards. Comment est-ce que vous avez vécu cette reconnaissance internationale? Et c'était en même temps de la joie et en même temps du stress parce que ça veut dire qu'il faut travailler davantage si on veut maintenant qu'il soit sélectionné ou même gagné. Donc, je suis très reconnaissante
que des professionnels aient choisi mon album, à moi de continuer à travailler. Et donc, après l'Africa IF Tour, quels sont les projets futurs? Un album acoustique qu'on va commencer à enregistrer en avril, avec que des instruments acoustiques, pour ensuite entamer la tournée d'été, parce que dès que l'été va arriver, on sera sur la route et partout dans le monde. Il faut faire de la musique. Alors, un avant-goût du 8 février en a cappella? Si vous chantez avec moi, là, vous allez juste me répondre « bon ». D'accord? Bon. Voilà. D'accord. Je vais chanter avec vous. Bon, 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 mwana choyoro, bon, mokerangunu, bon, 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 bon. Bon, merci beaucoup Pamela Badiogo. Et cette tournée Africa IF Tour promet d'être un moment fort pour tous ceux qui auront la chance d'y assister. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Et pour nos téléspectateurs, n'hésitez pas à suivre Pamela Badiogo sur ses réseaux sociaux et à réserver bien évidemment vos places pour le concert du 8 février à l'Institut français du Mali. Et c'est à partir de 20h. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de l'avoir suivi. À demain.